pour l'impertinente, le magazine de l'UEJF avec Elsa Pariento. Bonjour à tous et bienvenue dans l'impertinente, l'émission de l'UEJF sur RCJ 94.8 que vous pourrez retrouver en podcast sur l'application et même sur Spotify. Décidément, je n'aurais pas pu vous faire une intro à peu près détendue qu'une seule fois pour l'instant. La France est encore une fois meurtrie cette semaine, la violence inouïe, le racisme ignoble. C'est ce qu'a subi Michel Zecler. Enfin, on est beaucoup à l'appeler Michel parce que ça aurait pu être notre pote. Et ça fait d'autant plus mal de voir ces images. La révolte m'envahit, nous envahit, mais visiblement pas de la même façon. Quand on voudrait croire à un nous fort face au drame, il y a ce policier roué de coups qui apparaît sur nos écrans samedi soir. C'est quoi le message? Ils ont tous le même uniforme, alors on les déteste tous. Sortons des extrêmes dangereux, stop au systémique, vous savez l'adjectif mis après tout substantif dénonciateur en ce moment, et stop aussi à la minimisation, parce que oui, on espère bien qu'ils ne sont que quelques-uns, mais c'est pas pour autant que ça n'appelle pas de réflexion, de changement. Demain, de la même façon que je veux pouvoir mettre mes enfants à l'école publique du coin sans qu'ils souffrent d'antisémitisme, ni que leurs amis se fassent traiter de sale nègre ou sale arabe, je veux qu'ils puissent me dire je veux entrer dans la police et que dans leurs yeux comme dans les miens, il y ait de la fierté et non de la honte. L'envie de servir les autres, de les protéger, de les accompagner, de quelque façon que ce soit, c'est précieux. Et c'est aussi ça le cœur de notre vivre ensemble, alors préservons-le. Au sommaire ce midi, nous retrouverons dans quelques secondes notre invité Jean-Pierre Robin pour parler islamisme à l'école. Puis on recevra Léo Benamou, président de l'UEJF Marseille, qui nous fera découvrir sa section ensoleillée. Ce sera ensuite, comme à chaque émission, au tour de Youssef Murciano, secrétaire national de l'UEJF, de nous présenter les actus de l'UEJF. Et on passera ensuite à la culture avec Noam Meguirat, désormais expert en culture confinée. Et on retrouvera enfin Noémie Madar, présidente de l'UEJF, pour parler de nombreux procès en cours contre les entrepreneurs de la haine en ligne. L'impertinente sur RCJ, c'est parti pour une heure. RCJ pour l'impertinente, le magazine de l'UEJF avec Elsa Pariento. Et on commence tout de suite avec notre invité que je remercie vivement d'être avec nous ce midi, Jean-Pierre Robin. Bonjour. Bonjour. Vous avez été inspecteur général de l'éducation nationale, auteur d'un rapport en 2004 qui alertait sur les atteintes à la laïcité à l'école. Et vous avez sorti récemment un livre intitulé « Comment on a laissé l'islamisme pénétrer l'école ». Votre livre s'ouvre sur un constat, celui d'un principal qui vous annonce que les derniers élèves juifs de son établissement l'ont quitté. Vous évoquiez déjà l'antisémitisme grandissant dans votre rapport de 2004. Est-ce que c'est un indicateur, un symptôme fort de ce recul de la République observé dans plusieurs établissements ? Oui, bien sûr, c'est un indicateur fort. L'épisode auquel vous faites allusion avait lieu en 1996 et 6 ans plus tard paraissent Les territoires perdus de la République sous la direction de Georges Bensoussan qui montre que les atteintes à la laïcité ne sont pas que l'effet d'antisémitisme, mais aussi des atteintes à l'enseignement et qu'il y a des pans entiers des programmes qui ne peuvent plus être enseignés sereinement dans certains quartiers. Et 2 ans plus tard, nous faisons notre rapport et nous montrons la diversité en fait des atteintes à la laïcité. Les atteintes à l'enseignement sont une partie, l'antisémitisme une autre, mais il y en a bien d'autres. Les violences à l'égard des filles, par exemple, ou la contestation d'un certain nombre de règles de la vie scolaire. Vous décrivez aussi des remontées de professeurs qui minimisent en quelque sorte les atteintes à la laïcité qui sont constatées dans les classes, notamment après les attentats de 2015. Est-ce que c'est plutôt de la peur ou tout simplement que les professeurs n'ont pas toujours les clés de décryptage des implications de ces phénomènes ? Bien, les deux vont de pair. C'est-à-dire lorsqu'on n'a pas les clés et les compétences pour comprendre ce qui se passe et pour réagir de manière pertinente, on a peur, on craint ce qui va se passer. Et cette crainte, évidemment, est terriblement accentuée par l'assassinat de Samuel Paty dernièrement. Mais bien avant ce tragique épisode, en 2018, on avait des indications tout à fait alarmantes sur l'ampleur de l'autocensure chez les enseignants. 37% des enseignants de la maternelle à la fin du lycée déclarent s'autocensurer de peur d'incidents avec des élèves. Donc, ce qui veut dire que dans le secondaire et dans certaines disciplines, ce sont vraisemblablement la majorité des enseignants aujourd'hui qui s'autocensurent sur certains points du programme de peur, de crainte. Non pas qu'ils aient connu des incidents, mais de crainte d'avoir des incidents avec des élèves. Et il y a d'ailleurs dans le dernier rapport de l'inspection générale qui date de novembre 2019,
le témoignage de cette enseignante de lycée professionnel qui avoue benoîtement ne plus parler de l'égalité entre les filles et les garçons dans l'entreprise, donc prof d'économie-gestion, c'est autoprogramme, parce que elle pense que les garçons de ses classes sont contre l'égalité et donc elle veut pas d'incident, donc elle n'en parle plus. Et c'est quoi la solution pour que ces professeurs aient en tout cas un peu moins peur de parler de ces sujets-là, qui sont du coup au programme? Je crois qu'il faudrait un plan massif de formation pour les mettre d'abord, de leur donner des connaissances sur leurs élèves, enfin les élèves musulmans en particulier, ou certains élèves musulmans qui créent des incidents, qui sont sous l'influence de l'islamisme, pour mieux comprendre ce qui se passe là avec ces élèves, et puis aussi une formation plus pratique pour faire face de manière pertinente aux incidents auxquels ils sont confrontés, pas seuls justement, mais collectivement. Et justement, vous pointez 3 difficultés au respect de la laïcité et à son enseignement à l'école. Donc le manque de compétences de certains professeurs, le manque de formation et la confusion idéologique autour de ce principe de laïcité. Et est-ce que vous pouvez nous dire un peu concrètement comment un professeur est formé à la laïcité aujourd'hui? Aujourd'hui, d'après les enquêtes que l'on possède et qui datent de 2018, donc qui ne sont pas anciennes, 6% des professeurs déclarent avoir eu une fois dans leur carrière un stage sur la laïcité, 6%. Quant à la formation initiale, aujourd'hui dispensée dans les instituts qui s'appellent les INSPE, au sein des universités, 25% des étudiants disent avoir eu un cours sur la laïcité et 50% de ceux-là, la moitié d'entre eux, disent quelle était cette formation de mauvaise, voire de très mauvaise qualité. Donc on est dans un contexte avec un paysage qui est dramatiquement insuffisant concernant la formation. Et là, on parle uniquement de la formation à la laïcité. Mais il faut bien comprendre que Samuel Paty n'est pas mort d'avoir enseigné la laïcité, mais d'avoir enseigné la liberté, ce qui est encore une autre valeur de la République. Et là-dessus, on n'a pas de statistiques sur la capacité des enseignants à enseigner cette autre valeur de la République. Alors on voit qu'on a d'un côté un code de l'éducation très prescriptif qui déclare dans son article 1er que la première mission de l'école est de faire partager aux élèves les valeurs de la République. Et d'autre côté, des enseignants qui sont totalement démunis, enfin largement démunis pour les enseigner. Et vous rappelez aussi dans votre livre que la laïcité, c'est avant tout des obligations pour la République. Comment est-ce mal compris, perçu, et comment expliquez-vous ce sentiment d'une laïcité qui agresse alors qu'en réalité elle protège? Écoutez, moi j'ai enseigné pendant très longtemps et jusqu'à 2018 à l'INSPE de Versailles. Il y a des futurs enseignants et conseillers principaux d'éducation. Je voyais bien la confusion qui était la leur, spontanée, par rapport à cette idée de laïcité, dont beaucoup originaires ou avec des parents, des grands-parents originaires des pays maghrébins, pensaient vraiment honnêtement que la laïcité était quelque chose qui était fait pour contraindre la religion musulmane et qui était fondamentalement hostile aux musulmans. Et donc, il faut revenir au texte. Il faut revenir au texte de la Constitution, au texte de la loi de 1905, et éviter de se perdre dans des considérations philosophiques ou historiques où là, on a toute une série d'opinions sur la laïcité, de conceptions de la laïcité qui peuvent s'opposer. Moi, je suis pour un retour au droit. C'est le seul pilier solide sur lequel on peut s'appuyer pour enseigner la laïcité. Et ce droit, justement, il a en ce moment une vocation à peut-être évoluer via le projet de loi confortant les principes républicains. Vous parlez dans votre livre des détournements de l'instruction à la maison pour assurer un enseignement religieux à ses enfants, d'écoles hors contrat au contrôle édifiant, mais qui sont finalement pas fermées. Est-ce que ce projet de loi aujourd'hui répond à certaines de ces problématiques? Oui, je pense que du côté de la partie des quelques articles qui traitent dans le projet de loi de l'école, on a là des choses qui sont très concrètes. C'est-à-dire que on a une expérience des difficultés que l'administration de l'éducation nationale rencontre pour contrôler les écoles hors contrat et pour contrôler surtout l'enseignement à domicile. Donc les mesures qui sont pas prises encore, qui sont projetées dans le projet de loi, sont des mesures très très concrètes tirées de l'expérience de ces quelques années
où on s'est affronté à ces difficultés. Et par exemple, le fait qu'il y ait un numéro associé à chaque élève dès qu'il entre à l'école, ça vous paraît pertinent ? C'est-à-dire c'est le cas pour 99,5% des élèves aujourd'hui en France. Ils ont un numéro qui permet de les identifier, de suivre leur parcours scolaire, de participer aux statistiques, aux évaluations, etc. Et seuls aujourd'hui, les élèves qui sont inscrits comme suivant l'instruction à domicile n'ont pas cette identification, ce qui fait qu'on est dans l'incapacité aujourd'hui de suivre leur parcours scolaire. Et pour certains d'entre eux, on ne sait même pas où ils sont. Hein. Donc, l'obligation de contrôle de l'instruction à domicile qui nous incombe à l'Éducation nationale et donc aux inspecteurs ne peut pas être satisfait. C'est pas la seule raison d'ailleurs. D'autres raisons, c'est que les élèves qui sont déscolarisés du fait de l'islamisme de leurs parents sont en général confiés à des écoles clandestines. Ils ne sont pas à domicile en fait. Et lorsque l'inspecteur se présente au domicile, il n'y a pas d'élèves. Vous voyez, donc il ne peut pas contrôler. Donc il y a toute une série de difficultés concrètes qui, dans beaucoup de départements, n'ont pas beaucoup d'importance parce que c'est quelques dizaines d'enfants qui sont scolarisés à domicile et pas pour des raisons religieuses, donc il y a une bonne coopération avec les parents. Mais dans un département comme la Seine-Saint-Denis, ça devient incontrôlable. Ça devient incontrôlable parce que le nombre d'élèves qui sont déscolarisés pour des raisons politico-religieuses double tous les 2 ans à peu près. Et est-ce que les cellules contre l'évitement scolaire qui ont été mises en place dans le Nord, à Roubaix et à Tourcoing par exemple, pour justement détecter ces élèves qui sont en dehors des radars, peut-être généraliser une expérimentation comme ça vous paraîtrait pertinent ? Écoutez, là je ne connais pas cette expérimentation, donc j'éviterai d'en parler, mais toute expérimentation est sans doute bonne, mais on a de toute façon là un projet de loi qui va éviter ce genre de choses, puisque l'instruction dans la famille sera sévèrement restreinte et autorisée pour 1 an. Et plus l'immatriculation des élèves avec un numéro d'identification scolaire permettra de suivre leur parcours année après année. Et vous évoquez un autre sujet important dans ces endroits où le séparatisme naît ou en tout cas existe, c'est la mixité sociale et scolaire qui apparaît comme un repoussoir en fait de plus en plus pour assumer ou non pour certains parents. À votre avis, qu'est-ce qu'il faudrait faire de la carte scolaire peut-être pour éviter certaines formes de séparatisme ? Écoutez, je ne suis pas pour toucher à la carte scolaire parce que ça serait vécu comme une contrainte insupportable pour beaucoup de parents. Je suis pour des politiques à long terme sur cette question de la mixité sociale. J'ai vu que dans le projet de loi, il y a effectivement un chapitre consacré à cela. C'est bien. C'est la première fois qu'on voit ça dans un projet de loi, je crois. C'est-à-dire que les politiques de la ville qui sont développées jusqu'à présent depuis de nombreuses années, qui ont mobilisé des dizaines de milliards d'euros, n'ont pas été strictement tournées vers la préservation, voire le retour de la mixité sociale dans les quartiers. Or, sur un problème comme l'islamisme, on ne peut pas raisonnablement penser le combattre si les enfants vivent en vase clos, en autarcie religieuse, culturelle, et dans des milieux où les prédicateurs et ceux qui les endoctrinent sont comme des poissons dans l'eau. Donc c'est vraiment un préalable, mais c'est pas un préalable qu'on peut retrouver par un coup de baguette magique. Il faut des politiques de long terme sur l'habitat, sur la politique de la ville, sur l'aménagement du territoire, et l'éducation nationale peut contribuer de son côté à cette mixité sociale, puisque l'établissement de l'éducation nationale surségrègue par rapport à l'habitat. C'est-à-dire qu'il y a toujours plus de ségrégation dans un collège que dans le quartier du collège. Et donc, il faut mettre au point des mécanismes qui permettent de contrebalancer cette absence de mixité. Si vous voyez ce que je veux dire, on a aujourd'hui une politique, notamment avec les zones d'éducation prioritaire, qui est strictement redistributive, ce qui fait que plus un collège se paupérise, plus il a de moyens. Et
donc, c'est pas vraiment un encouragement à la mixité sociale, si vous voulez, cette gestion des moyens et des crédits. Justement, vous donnez donc une vraie importance aux enjeux sociaux, et vous le dites d'ailleurs, donc c'est un enjeu de cohésion nationale. Or, comme vous venez de le dire, c'est vrai que c'est des enjeux des politiques de longue haleine. Comment on rend ça compatible en termes de timing avec l'urgence de la situation que vous décrivez, tout compte fait? L'urgence de la situation, je pense pas que la situation a beau être urgente, ça ne veut pas dire qu'on peut la résoudre rapidement. Je pense qu'au contraire, outre les politiques sécuritaires, dont je ne parle pas évidemment, mais il faut entreprendre des politiques de long terme, notamment dans l'éducation nationale, et la formation des enseignants. D'abord, il faudrait un plan massif qui pourrait prendre des années et des années pour remettre à niveau, pour mettre à niveau les enseignants sur ces questions. Mais je pense aussi qu'il faudra de nombreuses années pour commencer à combattre l'idéologie islamiste dans la tête de certains élèves. Parce qu'aujourd'hui, on a des chiffres qui sont particulièrement inquiétants, puisque les comportements ou les opinions dont on peut déceler qu'elles sont influencées par l'islamisme sur l'égalité entre les hommes et les femmes, sur la théorie de l'évolution, sur toute une série de choses, montrent que les jeunes de 15-24 ans, jeunes musulmans de 15-24 ans, sont beaucoup plus influencés que leurs aînés et que leurs parents en particulier par ces idées. Et donc, c'est une espèce d'idée reçue que si on a des élèves qui portent atteinte à la laïcité ou qui expriment leur soutien au terrorisme, par exemple, en classe, c'est parce qu'ils sont influencés par leurs parents. Il semble que non. Et donc, on a vraiment une lutte idéologique à mener pour contrecarrer cette influence sur le long terme. Et bon, l'école est quand même le meilleur instrument, objectivement, pour entreprendre cette lutte idéologique. C'est un combat, comme vient de le dire le président de la République, c'est un combat pour les Lumières. Reprendre le combat pour les Lumières, dit-il. Et c'est tout à fait ça. On a des élèves qui basculent dans les ténèbres, dans l'obscurantisme, et il faut entreprendre un combat de long terme dont l'école est un des moyens. Il y a un autre chiffre choc, entre guillemets, dans votre livre, c'est celui selon lequel les jeunes musulmans pré-radicalisés seraient au moins 120 000 en France. Est-ce que là, l'école, elle a encore un rôle à jouer? Oui, c'est un chiffre qui est tiré d'une recherche sociologique de grande ampleur, puisqu'il porte sur 7000 lycéens de seconde, qui a été entrepris par deux chercheurs qui s'appellent Anne Luxel et Olivier Galland. C'est d'ailleurs paru aux presses universitaires de France sous le titre La tentation radicale, qui montre que, oui, il y a 12% de lycéens 12% de lycéens musulmans qui combinent à la fois l'idée d'une conception absolutiste de la religion et de la légitimité de la violence pour y parvenir à l'imposer, cette conception. Si vous faites un rapide calcul, vous voyez qu'on aboutit à ce chiffre minimum de 120 000 pré-radicalisés, c'est-à-dire des jeunes qui sont prêts à en découdre pour imposer leur radicalisation. Et enfin, une dernière question. Vous écrivez « Pour agir contre l'islamisme, il faut commencer par prendre l'islam au sérieux et sans aucunement assimiler l'un à l'autre, rejeter l'idée inverse qu'il n'existerait aucun lien entre les deux. » Oui, l'islamisme n'est pas une religion. L'islamisme est un projet politique, une idéologie politique qui naît au XVIIIe siècle en Arabie saoudite avec le wahhabisme, le salafisme, et puis dans les années 1920-1930 en Égypte avec les frères musulmans. Et donc ces idéologies ont des corpus théologiques, ont des penseurs, ils ont des stratèges, et il s'agit toujours de prendre le pouvoir en imposant une vision, une réinterprétation de l'islam à des fins politiques. Et donc, il faut considérer que l'islamisme n'est pas une religion, c'est pas un islam radical, c'est un projet politique. Marc Ferraud, l'historien, dit une conquête politique par un renouveau spirituel.
distingue bien ainsi le moyen, qui est le renouveau spirituel, c'est la réinterprétation des textes sacrés, des hadiths et du Coran, et la fin qui est de prendre le pouvoir. Et au détour des années 60, si vous voulez, avec la création de nouvelles diasporas musulmanes dans les pays occidentaux, ces stratèges islamistes ont conçu une nouvelle stratégie pour utiliser les masses musulmanes immigrées dans ces pays occidentaux pour affaiblir les pays occidentaux, y propager un début de guerre civile par le terrorisme, les affaiblir et pouvoir prendre le pouvoir d'abord dans les pays musulmans, puisque, selon leur conception, ces pays musulmans sont dirigés par des élites qui sont directement sous la coupe de l'Occident, des États-Unis et de ses valets européens et sionistes. Et donc, là, on a une stratégie qui est déjà bien déployée, parce que l'idée, c'est que plus on va semer la terreur dans ces pays, plus les habitants de ces pays vont s'opposer aux musulmans, vont devenir hostiles, islamophobes, et donc plus les musulmans vont se réfugier dans les bras islamistes, en générant ainsi des germes de guerre civile qui vont affaiblir ces pays. C'est cette stratégie qui est à l'œuvre aujourd'hui, et on voit que malheureusement, à travers les chiffres que je vous indiquais tout à l'heure, eh bien, elle se développe. Merci beaucoup, Jean-Pierre Robin, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Au revoir. Et on se retrouve après un peu de musique pour la suite de l'impertinente. C'est Marche ou rêve avec Oshi. Tirons des plans sur la comète qui t'a filé haut comme des étoiles. J'aimerais que le temps s'arrête. Sur mon vélo, je perds les pédales. Parfois je m'ennuie comme un rat mort. Puis quand ça ne va pas, je souris. Et si la nuit me combat, je sors insoumis face aux insomnies. Marre de la poudre aux yeux, j'en fais une allergie. J'en ai marre des adieux. C'est si beau d'être en vie. Marche au rêve, marre de faire la grève de l'amour. Arrache tes idées noires qui rendent ton cœur si lourd. Marche au rêve, pars, je te jure que la vie vaut le détour. Crache-toi, tu te relèves, crie, on t'entendra dans les bruits sourds. Marche au rêve. Marche au rêve. Aïe, ça me tape sur le système. Je voudrais trouver un somnifère. J'aimerais être magicienne pour endormir les guerres. Tu sais, pour pouvoir marcher droit, faut savoir tout mettre de côté. Trouver des sparadraps pour nos cœurs abîmés. Mais c'est pas grave, hein, on y arrivera promis. Il faut que nos gamins puissent être fiers d'être ici. Marche au rêve, marre de faire la grève de l'amour. Arrache tes idées noires qui rendent ton cœur si lourd. Marche au rêve, pars, je te jure que la vie vaut le détour. Crache-toi, tu te relèves, crie, on t'entendra dans les bruits sourds. Marche au rêve. Marche au rêve. Marche au rêve. Si tu tombes, tu crèves. Marche au rêve. Si tu tombes, tu crèves. Alors marche au rêve. Si tu tombes, tu crèves. Marche au rêve. Si tu tombes, tu crèves. Marche au rêve. Marre de faire la grève de l'amour. Arrache tes idées noires qui rendent ton cœur si lourd. Marche au rêve. Pars, je te jure que la vie vaut le détour. Crache-toi, tu te relèves, crie, on t'entendra dans les bruits sourds. Marche au rêve.
Merci d'être toujours avec nous dans l'Impertinente en direct sur RCJ et on est en ligne avec Marseille, la section de l'ambiance. Vraiment, on a beau se croire frais, Paris 1, Paris 2, etc. Mais dans le fond, on rêverait tous d'être à ta place, Léo, président de l'UEJF Marseille. Bon, ok, peut-être pas tous, mais moi j'aurais adoré. Mais parlons de ce que fait cette section maintenant. Et déjà, toi, Léo Benamou, qui es-tu? Oui, bonjour. Je m'appelle Léo Benamou, j'ai 22 ans et je suis en école de commerce en Master 2. Et je suis le président de l'UEJF Marseille. Et comment tu as connu l'UEJF? Alors en fait, j'ai connu l'UEJF lors d'un voyage au Mexique. C'était juste incroyable l'été dernier. Et donc je suis rentré à l'UEJF en début en tant que vice-président sous la présidence de David Benjamin, avec qui on avait organisé un Shabbat sur Marseille. C'était notre premier Shabbat plein. On avait prévu à peu près 70 personnes, mais au final, ça a dépassé nos attentes. Et on a été plus de 130 personnes de toute la France à célébrer un Shabbat. Et c'était juste incroyable. Et quels sont vos objectifs avec ton bureau maintenant? Alors maintenant, moi j'ai repris le bureau avec mes meilleurs amis. Notre objectif, c'est tout d'abord de rassembler les Juifs de Marseille et les Juifs de toute la France. La deuxième, c'est de propager la mémoire de la Shoah. Et enfin, c'est d'aider les étudiants dans leur démarche, dans leurs études, dans leurs finances, de trouver un lieu pour travailler, enfin, de les aider dans leur quotidien. Et vous avez déjà organisé des événements? Alors oui, on avait déjà organisé pas mal d'événements avant le confinement. On avait organisé un apéro de présentation du bureau au bord de la mer. Ensuite, on avait fait une soirée opening afin de se faire une soirée d'ouverture, à la fois présenter le bureau et aussi présenter nos prochaines activités. Et après, dernièrement, avec le confinement, j'étais l'acteur du mouvement pour l'hommage à Samuel Paty avec l'UEJF. Et quels sont vos prochains événements? Alors déjà, nos prochains événements, c'est tout d'abord, bientôt on aide la TEDACA avec le FSJU à rassembler des fonds pour la TEDACA. Donc on va faire une levée de fonds avec eux, on va faire du phoning. Ensuite, si le président Macron nous autorise, c'est pourquoi pas faire en janvier un petit séjour au ski ou une journée. De faire un autre Shabbat plein, si c'est possible. Et bien sûr, comme j'ai dit, c'est propager la mémoire de la Shoah. Pourquoi pas, après, plus tard, faire des témoignages de rescapés afin de sensibiliser les jeunes. Je vous le souhaite en tout cas. Et qu'est-ce que tu peux nous dire de la situation des étudiants à Marseille? En fait, aujourd'hui, les étudiants, ils sont un peu bouleversés parce que c'est comme moi, les cours à distance, c'est compliqué, etc. Et ils ont besoin un peu de joie de vivre parce qu'on peut enlever le niveau des activités, ils peuvent plus sortir et tout. Donc c'est vrai que il faut être très présent à la fois sur les réseaux sociaux afin de dire qu'on est toujours là. Et en même temps, on espère faire un grand retour pour ces jeunes, pour les aider à retrouver un peu une vie sociable pour ceux qui l'ont un peu perdu, ou même réanimer un peu leur joie de vivre en faisant des activités, bien sûr avec les gestes barrières, etc. C'est des belles missions que tu donnes là et je te souhaite beaucoup de succès là-dedans. Merci Léo. Merci beaucoup. Merci à vous. Salut. Au revoir. Et on écoute tout de suite un son qui vient lui aussi de Marseille. Écoutez bien les paroles. Par terre, le mégot, le cendrier et le raté. Tu m'as reconnu, écolo, c'est moi le pro. Prends conscience, ma chaîne c'est de prendre conscience. Que pas tout l'été, ma plage tout drap est remplie d'essence. Tu veux jeter par terre, je suis exaspéré. On trouve des caddies, les calanques remplies de bouches de bébé. T'as pas de principe, et ramasse ta merde. C'est Marseille bébé, marre des déchets. Wesh alors ramasse, trop dur ou quoi? Mégo tu chopes, mais ça ne tient qu'à toi. Scandalisé, par ces déchets, mais le but c'est sûr, c'est moins consommer. J'ai passé le sac à Chiquita, 2 secondes après elle a déjà trié. C'est jamais trop tard, les déchets faut les récolter. Hey, ça met la haine, hey, vous voir dégrader. Hey, si je te vois faire ça, on va t'éduquer. Baisse-toi, fais du sport, fais pas le feignant, fais pas le mort. Ramasse tout sur la canne-bière, fais pas le port sur le vieux port. Oui t'as tort, quand y a plus de place c'est que ça déborde. Ramasse tout sur la canne-bière, fais pas le port sur le vieux port. Alors c'est le remix écolo de Bande Organisée, posté par Clean My Calanque qui organise des randonnées de nettoyage, permet la revalorisation des déchets, sensibiliser à l'écologie dans les collèges et les lycées. Il a même lancé une appli de géolocalisation des déchets pour que chacun puisse organiser des collectes. L'association a déjà plus de 200 000 vues sur YouTube avec cette vidéo. C'est aussi ces gestes simples, l'écologie, et pour ceux qui n'y sont pas encore très sensibles, je peux l'entendre. Pensez à Masada sous 70 degrés ou aux déchets qui envahissent la mer alors que dans un élan de pédagogie, vous essayez d'apprendre le papillon à votre petit frère de 5 ans. C'est pas ouf a priori.
Et on retrouve maintenant Youssef Murciano, on ne le présente plus, secrétaire national de l'UEJF, adepte de radio et de philo. Salut Youssef. Salut Elsa, c'est toujours un grand plaisir d'être sur l'Impertinente, c'est toujours un plaisir aussi pour moi de t'avoir sur nos ondes. Comment tu vas cette semaine ? Je vais bien, comme j'imagine beaucoup de Français qui voient enfin le bout du tunnel. On est content, le déconfinement est annoncé. Une nouvelle période se lance, de nouveaux challenges arrivent avec leur lot de surprises, de doutes et évidemment d'excitation. Mais avant de se lancer dans cette nouvelle aventure qui ressemble à la vie d'avant, dans le monde de maintenant, mais qui n'est pas vraiment comme le monde d'après, enfin, tu m'as compris, avant de se redéconfiner, je voulais reparler encore une fois d'un projet de l'UEJF, d'un projet au long cours, d'un mois qui bientôt se termine. Un projet d'1 mois ? On veut en savoir plus. J'en parlais il y a 4 semaines au micro de l'Impertinente. L'UEJF a décidé le 1er novembre d'ouvrir une résidence étudiante. J'appelais ici les étudiants de toute la France qui appréhendaient le confinement à venir nous rejoindre pour vivre un confinement unique, à passer et dépasser la crise ensemble, à s'engager et s'unir pour mieux vivre cette période de doute, d'enfermement et d'isolement. Nous y sommes. La période s'achève et avec elle une expérience incroyable qui a rassemblé des étudiants de partout en France, de Paris, de Nice, de Lille, des étudiants uniques, chacun, qui ont pris la décision assez folle de rejoindre ce petit hôtel de la rue du Buffo. Alors dressons le bilan. 1 mois. 1 mois durant lequel des newsletters ont fusé. Des actions sociales se sont multipliées, des actions ont été inventées, pensées et se sont réalisées. 1 mois qui a permis à ces militants de se rencontrer, de se rassembler, de prendre goût à l'UEJF, à ses valeurs et à ses missions. Aujourd'hui, enfin pas vraiment aujourd'hui, demain, nous allons nous séparer. Et c'est avec bonheur que je dis ici ma joie d'avoir participé à ce moment unique. Bravo à eux et bravo à l'UEJF. Ouais, vraiment, bravo à l'UEJF. Mais alors, c'est quoi la suite ? Elsa, tu le sais, tes grandes années de militantisme le prouvent. Le cœur de l'UEJF, c'est le rassemblement et la formation des militants. Alors pour affronter ensemble le monde d'aujourd'hui, pour préparer le monde de demain et continuer à faire vivre nos idées, et parce que les rendez-vous sont pris et attendus, je nous propose de nous retrouver dans quelques semaines pour les universités d'hiver de l'UEJF. Venez aiguiser votre voix. Venez vous former à porter nos paroles haut et fort, à brandir notre judaïsme, nos valeurs et nos actions à l'université et ailleurs. Ah, les univs d'hiver, ça a l'air trop bien là comme ça, mais dis-nous en plus. Allez, on est entre nous. Bon, si tu insistes. De toute façon, on peut rien te refuser. Quand je pense aux univs, je pense à moi. Un peu comme d'habitude, tu me diras. Mais là, c'est un peu spécial. Je me souviens d'un moi un peu plus jeune et sûrement un peu plus con, qui débarque à des univs sans rien trop savoir de l'UEJF, qui passe un vendredi soir à parler à des inconnus de problématiques que je pensais seulement miennes. Et je me souviens de ces discussions interminables sur mon identité et celle de mon voisin, de notre identité juive, chacun la nôtre. Je me souviens d'une longue discussion sur la terrasse d'un hôtel où des étudiants en kippa et tzitzit discutaient un vendredi soir avec des étudiants comme eux, qui fumaient une cigarette, ou des séfarades qui draguaient des ashkénazes, ou Sciences Po, Big Up Elsa, qui côtoyait le 19e arrondissement. Big Up Elsa aussi. Je me souviens avoir marqué un temps pour réaliser l'endroit où j'étais, pour comprendre la complexité du monde juif et sa pluralité, et pour saisir aussi que j'avais trouvé l'endroit parfait pour découvrir tous ces mondes, tenter de les comprendre. Et dans ce joyeux bordel, j'ai compris que j'avais une place. J'y suis encore. C'est que ça doit être sympa, non ? Alors là, clairement, ça donne envie. Le rendez-vous est pris pour se découvrir en découvrant les autres. Bon là, big up à qui ? Lévinas, évidemment. Et en attendant le 21, on fait quoi ? Eh bien, en attendant le 21, et comme toujours, retrouvez l'UEJF sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Facebook, Twitter et LinkedIn. Et évidemment, rendez-vous le lundi à 13h sur RCJ pour l'Impertinente. Merci Elsa. Merci Youssef, à la prochaine. Et tout de suite, parce qu'à 25 ans, on commence déjà à être nostalgique d'une jeunesse perdue, on écoute Sean Paul. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life. Pitbull, Nadia, Neo, that's right. I will not love you tonight. Give me everything tonight. For all we know, we might not get tomorrow. Let's do it tonight. Somebody sexy, tell them hey.
But tonight, I can make you my queen and make love to you endless. It's insane the way the name growing, money keep flowing. Hustlers moving silent, so I'm tiptoeing. So keep blowing, I got it locked up like Lindsay Lohan. Put it on my life, baby. I'll make it feel right, baby. Can't promise tomorrow, but I promise tonight. Excuse me, and I might drink a little more than I should tonight. And I might take you home with me if I could tonight. And baby, I'ma make you feel so good tonight. Cause we might not get tomorrow. Tonight, I want all of you tonight. Give me everything tonight. For all we know, we might not get tomorrow. Let's do it tonight. Let's do it tonight. Grab somebody sexy, tell them, hey, give me everything tonight. Give me everything tonight. Give me everything tonight. Give me everything. Reach for the stars, and if you don't grab them, at least you'll fall on top of the world. Think about it, cause if you slip, I'm gonna fall on top of your girl. What I'm involved with is deeper than the Masons, baby, and it ain't no secret. My family's from Cuba, but I'm an American idol, getting money like secrets. Put it on my life, baby, I'll make it feel right, baby. Can't promise tomorrow, but I promise tonight, darling. Excuse me, and I might drink a little more than I should tonight. And I might take you home with me if I could tonight. And baby, I'ma make you feel so good tonight. Cause we might not get tomorrow. Tonight, I want all of you tonight. Give me everything tonight. For all we know, we might not get tomorrow. Let's do it tonight. Let's do it tonight. Grab somebody sexy, tell them, hey, give me everything tonight. Give me everything tonight. Give me everything tonight. Give me everything tonight. Excuse me, and I might drink a little more than I should tonight. And I might take you home with me if I could tonight. And baby, I'ma make you feel so good tonight. Cause we might not get tomorrow. Vous l'attendiez tous, le moment culture de l'émission avec Noam Meguira est arrivé. Il est initialement 4h08 du matin lorsque j'écris cette phrase et je ne sais toujours pas de quoi Noam va me parler. Alors il m'a fait l'honneur de m'en dire un peu plus depuis. Allez, à toi l'homme mystérieux. Salut Elsa. Salut. Salut les Khay. Alors Khay, pour les plus ashkénazes d'entre nous, c'est un anglicisme qui désigne en langage familier un pote, l'équivalent du frérot, si cher aux Tunisiens. J'espère que vous allez bien en ce dernier jour de confifi. Avant le non-déconfinement, cette période où l'on pourra faire tout ce que l'on faisait avant, mais avec un couvre-feu et 100 bars du restaurant, et l'obligation de remplir une autorisation de sortie. Un confinement à la parisienne, quoi. On est parti pour un méli-mélo de recommandations culturelles de mon choix pour le monde d'après. On démarre avec du foot. Oui, vous avez bien entendu, du football. Si toi aussi, tu n'en peux plus te déprimer devant le niveau de jeu affiché par le PSG, qui tel un ou une ex, chacun son truc, abuse de toi émotionnellement et de ta naïveté, te faisant espérer chaque année de voir du spectacle, du beau jeu et des victoires, te récompense par des matchs nuls contre Bordeaux et des déceptions en Ligue des Champions. Tu regrettes une époque où le foot n'était que talent, drogue, rock'n'roll et intervention divine. Tu l'as deviné, je vais parler de Diego Maradona, El Pibe de Oro, qui nous a quittés la semaine dernière. La vie du sulfureux génie argentin est résumée brillamment dans un documentaire sobrement intitulé Diego Maradona. Ça s'invente pas. Le film retrace son passage à Naples, ses succès, ses frasques, sa part d'ombre. 2h10 de plaisir qui fascineront aussi bien les fans de foot que les néophytes. Ça donne envie, mais si on est plutôt French vibe. French vibe, bien sûr. Eh bien, Elsa serait plutôt French vibe, comme vous dites. J'ai ce qu'il vous faut. Cocorico, la Startup Nation, selon Macron, a trouvé ses Avengers, ses membres. TF1, France Télé et M6, les locomotives de l'audiovisuel française, ont lancé une plateforme pas piquée des hannetons, ça s'appelle Salto,
Qu'est-ce que c'est Salto? C'est une plateforme qui vous permettra, moyennant 6,99 € par mois, de pouvoir regarder les chaînes françaises en direct, c'est déjà pas mal, c'est comme la télé à la maison, mais aussi de retrouver vos programmes préférés en streaming, et ce n'est pas tout. Vous y trouverez quelques exclus en US plus 24 comme Fargo ou Intelligence, la nouvelle série de David Schwimmer, le fameux Ross dans Friends, mais aussi la saga des Rocky et quelques films cultes, des séries cultes comme les Desperate Housewives aussi. Mais ça ne s'arrête pas là. Les programmes phares des chaînes, ils seront pour les quotidiennes 48 heures à l'avance et pour les hebdos une semaine à l'avance. À vous les Marseillais, L'amour est dans le pré, Plus belle la vie ou Demain nous appartient, avant tout le monde, si ça vous intéresse, bien entendu. Enfin, je sais que ça t'intéresse quand même. Grave, je suis fan. Pour continuer sur les plateformes, j'en profite pour placer des infos Disney+. Sait-on jamais s'ils passent par là et qu'on peut toucher un petit billet pour placement de produits. À partir du 4 décembre, Mulan, le remake live, qui n'est pas vraiment un remake puisque Disney n'a plus tous les droits sur le dessin animé d'origine, notamment sur les musiques, donc pas de musique de Patrick Fiori, qui est déjà sorti au prix de 30 € en, entre guillemets, exclusivité il y a 3 mois. Paye ton exclu sans enfin. Vous pourrez revivre l'histoire de Mulan avec des acteurs en chair et en os. Mais ça vaut quoi ce remake? Eh bien, Elsa, aucune idée. Je n'avais pas 30 € à mettre dans un film Disney sur Mulan, surtout sans Patrick qui chante comme un homme. En le disant, je me rends compte que finalement, Disney a peut-être fait l'économie d'une polémique inutile. Sinon, vous pourrez retrouver The Mandalorian pour la fin de la saison 2 ou encore Star Wars 8 enfin, disponible sur la plateforme de streaming. Sinon, j'en profite pour placer un coup de cœur série perso en secret, comme ça. Bah ouais, c'est comme ça, c'est ma chronique, je fais ce que je veux. Il s'agit de Cobra Kai. Cobra Kai, c'est quoi? Si je vous dis lustré frotté, pain de palissade ou que je prononce You're the best around. Mais oui, tu l'as deviné. C'est la suite de Karate Kid. Pas le remake avec Jackie Chan et Jaden Smith, mais des Karate Kid des années 80. On y suit les aventures de Johnny Lawrence, toujours joué par William Zabka, et Daniel LaRusso, campé par l'acteur d'origine Ralph Macchio 35 ans plus tard. Rivalité, transmission, karaté et vague des 80s, on y retrouve tous les ingrédients du succès de la saga culte. Petit truc en plus, la série prend le parti de suivre le méchant du premier film sur le chemin de la Renaissance. Les premières saisons sont disponibles sur Netflix et la 3e exclusive débarque en janvier. Affaire à suivre. Enfin, pour tous ceux qui galèrent en cuisine, ont du mal à trouver des idées de recettes pour booster leur repas ou impressionner leur date, j'ai la solution pour vous. La page Insta Cuisine, alors Cuisine, ça s'écrit Kuizi-2N. Vous y trouverez des tutos recettes faciles à reproduire par Nathaniel Quensel, le mec qui parlait bouffe la semaine dernière, et moi-même saupoudré d'humour. Je vous laisse deviner qui fait quoi sur la page. Alors allez suivre sans plus attendre Cuisine, je répète, Kuizi-2N sur Instagram. Pour chaque nouvel abonné, c'est un butternut qu'on sauve. Sur cette auto-promo, je vais vous laisser. C'est tout pour moi. Portez-vous bien et on se retrouve au cinéma le 15 décembre pour la réouverture de salle et la sortie enfin du nouveau Wonder Woman. Ah, ça, tu l'attends, Noam. Merci pour tous ces conseils. Avec plaisir. Et c'est déjà l'heure de la dernière chanson de l'impertinente. Ne pleurez pas, même si la chanson est trop belle. C'est Ava Yeshana de Shlomo Artzi. הישנה זאת שברחה לי מונחת שם ואף אחד כבר לא נוגע מזמן לפני כל הסרטים הפורנוגרפיים היה עוד משהו פשוט להתגעגע הכינורות המתוקים לא מנגנים לי לא אשקר לך שאצלי הכל בסדר אין שום פטנטים העולם נהיה כבר גיק אז בואי ונחזור לאינטימיות בחדר בשלט רחוק, מביט רחוק את שוב לובשת. Vous êtes toujours dans l'impertinente sur RCJ. On retrouve enfin Noémie Madar, présidente de l'UEJF. Bonjour Noémie. Bonjour. L'UEJF en ce moment est très mobilisée sur le terrain judiciaire. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce qu'il en est?
Oui, exactement. Récemment, nous avons donc eu plusieurs procès, soit en appel, soit en première instance, puisque nous venons d'avoir les décisions de 2 procès contre Alain Soral en appel. En première instance, Alain Soral avait été condamné à 2 fois 1 an de prison, notamment pour avoir traité le Panthéon de déchetterie cachère après l'entrée de Simone Veil. Et malheureusement, en deuxième instance, le juge n'a prononcé que 3 mois et 6 mois de prison ferme, et cette fois en semi-liberté, c'est-à-dire que Soral ne va pas vraiment aller en prison. Donc c'est à la fois une victoire, puisque c'est la première fois que Alain Soral prend de la prison ferme, mais en même temps, c'est un mauvais signal, puisque c'est comme si le juge annonçait quasiment officiellement que peu importe ce que Soral pourra dire ou pourrait dire, il n'ira jamais vraiment en prison. Et sinon, il y a d'autres procès qui sont en cours, il me semble. Oui, exactement. Le 2, donc mercredi, nous allons retrouver Hervé Ryssen pour une nouvelle affaire. Et Hervé Ryssen est actuellement en prison, cette fois depuis 2 mois, parce qu'il n'a pas payé ses amendes et qu'il était condamné à des jours amendes. Et Hervé Ryssen a notamment fait un post il y a quelques jours pour dire que son expérience malheureuse en prison l'avait convaincu qu'il ne tiendrait plus aucun propos de la sorte, qu'il ne dirait plus rien de raciste ou d'antisémite, comme quoi la prison, ça peut arrêter les antisémites. Et c'est vrai que donc il y a beaucoup de propos antisémites qui sont dits lors de ces procès, mais je crois que vous êtes aussi mobilisé contre Éric Zemmour. Oui, exactement. Dans quelques jours, nous avons un procès contre Éric Zemmour, puisque Éric Zemmour, il y a quelques temps, avait dit que Pétain avait sauvé les Juifs de France, et que donc nous attaquons Éric Zemmour pour contestation de crimes contre l'humanité. Donc voilà les dernières affaires, et nous avons été également largement secoués par la vidéo où on voyait le producteur de musique Michel Zecler, comme tu pouvais en parler, Elsa, en début de ton intervention, tabassé et traité de sale nègre, selon ses dires, par la police. En tant que juif et en tant qu'organisation antiraciste, nous sommes toujours secoués, bouleversés lorsque quelqu'un est attaqué pour ce qu'il est ou pour ce qu'il représente, pour son origine, pour sa religion. Et ici, ce sont des policiers qui attaquent ce producteur de musique apparemment sans raison. Et d'ailleurs, le procureur a statué en ce sens, puisque 3 des 4 policiers vont aller en détention provisoire, et nous attendons la suite. Mais en tout cas, il est de notre devoir de dénoncer là où se trouve le racisme, peu importe sa forme et peu importe ceux qui sont attaqués. Et donc, au-delà évidemment de cette émotion qu'on partage tous, et aussi de ces condamnations que tu évoquais un peu plus tôt, passées donc à venir, comment contrecarrer aussi tous ces idéologues de la haine, tous ces gens qui partagent tous ces propos sur les réseaux sociaux et qui créent aussi cette ambiance délétère qui fait que des gens se sentent en totale impunité, en fait, en tabassant des gens pour ce qu'ils sont, pour leurs origines, en proférant toutes ces insultes racistes. Il y a 3 volets, selon nous. L'éducation, la sanction et la formation. L'éducation, c'est-à-dire éduquer les élèves, éduquer la nouvelle génération par l'école, mais aussi par des interventions extérieures. Et c'est dans ce cadre-là que nous intervenons dans le cadre du programme Coexiste de déconstruction des préjugés racistes et antisémites. Par la formation, c'est-à-dire former les corps intermédiaires, les policiers, les procureurs, les juges, les professeurs à détecter lorsqu'ils sont face à ce type de comportement. Et enfin, sanction, c'est-à-dire que, non pas comme c'est le cas pour Alain Soral malheureusement, mais détecter et sanctionner les pourfendeurs de la haine et ne pas permettre l'impunité, parce que trop souvent, les pourfendeurs, les prêcheurs de haine se sentent impunis et donc continuent, alors que lorsqu'une sanction tombe, comme Hervé Ryssen, ils sont découragés à réitérer. Merci beaucoup, Noémie, d'avoir été avec nous. Merci à toi, Elsa. Et on se retrouve dans 2 semaines.
l'impertinente RCJ 94.8. C'est maintenant l'heure de se quitter. C'était un vrai plaisir de partager cette émission avec vous. Un grand merci à tous, invités chroniqueurs. J'espère encore et toujours vous retrouver vite en studio. Et merci à Louis pour la réalisation de cette émission. On se retrouve lundi 14 décembre de bonne humeur, révolté, impertinent et presque déconfiné. D'ici là, retrouvez l'émission en podcast sur l'application et la suite des programmes d'RCJ à partir de 23h. RCJ pour l'impertinente.